Et salut à tous et bienvenue sur ce premier épisode de Sport Insider. Alors, j'espère que je vous ai pas fait trop attendre parce que j'avais diffusé une petite bande-annonce d'une minute, notamment sur Spotify, pour annoncer la création de ce nouveau podcast, cette nouvelle émission sportive. Donc voilà, dans cette émission, je reprends rapidement la bande-annonce, mais dans cette émission, on va beaucoup parler de sport, de foot notamment, de Ligue 1 que je suis particulièrement, mais aussi tous les gros championnats, les 5 gros championnats, la Coupe d'Europe, la LDC, l'Europa League, etc. Et surtout, les autres sports, parce que je regarde beaucoup de sports. Voilà, dans les autres sports, la F1, le MMA, etc. Quand il y a des gros combats, etc., on pourra en discuter. Je pourrais faire des résumés des quelques week-ends de course, etc. Donner mon petit avis en tant que fan. Mais je vais surtout me concentrer sur tout ce qui est Ligue 1 et le foot. Là où je serai le plus à l'aise de parler. Donc voilà, on va commencer ce petit épisode tranquillement. Euh, Si vous me voyez regarder à droite de temps en temps, alors déjà c'est la première fois que je me filme. Et donc l'épisode Spotify sera dispo sur Spotify. J'ai dit l'épisode Spotify, mais l'épisode audio sera disponible sur Spotify et sur YouTube. Petite nouveauté, il y aura donc la vidéo. Donc pour illustrer l'audio, alors c'est pas une vidéo de fou pour l'instant, je me lancera petit à petit. Euh, je me file avec mon téléphone, etc. Donc ça sera histoire d'illustrer pour ceux qui veulent écouter en ayant une image ou pour ceux qui veulent juste écouter l'audio et pas voir ma tête, il faudra aller sur Spotify ou sur YouTube. Donc voilà, il y aura tout en commentaire, en description, les liens Spotify. Sur Spotify, il y aura le lien YouTube et il y aura aussi sur mon Instagram où je risque d'être actif. Donc de pas mal de stories, etc. pour vous annoncer tout. Donc voilà, n'hésitez pas là pour l'instant mes DM sont ouverts, hein, je dis ça. Mais voilà, mes DM sont ouverts si vous voulez me donner des petits tips, dire ce qui allait pas, etc. Voilà, n'hésitez pas. Donc je suis ouvert à toutes les discussions, bien sûr, dans le respect. Et voilà, donc on va pas tarder à commencer cet épisode parce que 2 minutes et quelques d'intro, ça fait énormément. Mais voilà. Donc pour ce premier épisode, je vais revenir sur un retour sur la saison et notamment sur le foot. Aujourd'hui, c'est spécialement foot. Donc un retour sur la saison, ce qui s'est passé, ce qu'on en retient, etc. Avec en premier lieu une petite observation donc de la Ligue 1. Puis on partira un petit peu à l'étranger, donc sur les autres championnats rapidement ce qu'il y a eu. On va aussi résumer, ça s'est rajouté parce que c'est un épisode que j'ai écrit un petit moment, j'ai mis du temps le tourner. Mais ce qui s'est passé à l'Euro, et je pense qu'on va garder ça pour une fin d'émission, peut-être même pour un deuxième épisode, je vais voir, une fois que j'aurai tout fait, si j'ai le temps un petit peu de continuer à expliquer tout ça, ou alors je ferai pourquoi pas le deuxième épisode sur l'Euro, parce qu'en plus il y aura la France qui joue demain, donc vendredi contre le Portugal. Parce que je vais essayer de vous sortir l'épisode demain matin. Normalement, ça sera tous les mardis. Voilà. Tous les mardis. Et comme ça, au moins, vous en aurez double. Vous aurez demain matin, donc vendredi matin, juste avant le match des Bleus, et mardi, avec un petit résumé. Donc là, on pourra discuter des demi-finales, etc. Et on verra tout ça. Donc voilà, donc premier point donc sur la Ligue 1, etc., les tops, les flops, etc. Pareil pour les autres championnats. Et on finira sur la grande valse des entraîneurs. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, que ce soit en Ligue 1 ou dans les autres championnats. Et donc je pense que c'était pas mal d'en parler en fin d'épisode. Donc on fera ça tranquillement. Alors voilà pour le premier point pour la Ligue 1. Et en tant que bon supporter de l'OM, vous inquiétez pas, les Lyonnais, les Parisiens et tous les autres supporters d'autres clubs français, on est là pour discuter, pour donner nos avis, et je vais essayer d'être impartial. Euh, et aussi, c'est ça le but. Bon, voilà. Vous voyez, je suis pas journaliste sportif, je suis pas professionnel du sport, je suis juste un simple fan qui donne son avis, qui a voulu, qui aime partager son avis. Donc je le fais là. Et donc je partagerai mon avis aussi sur le PSG, etc.
Donc vous inquiétez pas, tout sera traité. Et donc justement aussi sur les réseaux, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, ou même à m'envoyer des infos, etc. Comme ça, je pourrais les rajouter aux épisodes. Donc voilà. Et donc pour commencer dans les tops, je vais commencer par mon club, l'OM. Par deux joueurs notamment qui m'ont marqué, parce que je vais pas mettre l'OM en top club pour la saison. Je pense que pour ceux qui ont regardé, c'était pas terrible, même si en Europe c'était pas mal. La saison est pas terrible du tout. Voilà, on a réussi à quand même avoir quelques embellis, comme je l'ai dit, avec la Coupe d'Europe. Mais mais voilà, donc il y a malgré tout quand même quelques joueurs, dont deux joueurs, je pense, qui sortent du lot. C'est Balerdi et Aubameyang. Alors pour le premier, Balerdi, pour moi, il a très mal commencé. En fait, il est resté sur la continuité de son année, sur sa saison de l'année dernière, euh, où il était moyen, c'est-à-dire qu'il était bon, mais il avait beaucoup d'erreurs d'inattention. Alors des fois, je discute avec un ami qui est fan du Barça, et je compare souvent Balerdi à Araujo. Alors certains vont dire, mais je le compare parce que pour moi les deux, et Balerdi c'était son cas l'année dernière, et un peu au début de saison, euh, beaucoup de fautes d'inattention. Beaucoup de fautes d'inattention qui foirent totalement euh, sa prestation. Araujo, par exemple, là contre le PSG, il provoque un penalty. Je crois il prend même rouge, si je dis pas de bêtises. Mais déjà, il provoque un penalty qui rend plus compliqué la qualification pour le Barcelone, etc. Et au final, voilà, donc c'est préjudiciable pour lui et pour son équipe. Et Balerdi, c'était un petit peu le cas. Très très bon, et à quelques moments, hop, il pouvait aller forcer sur un coup d'épaule, provoquer, etc., chercher la merde, et partir un peu en vrille, euh, et en fait foirer totalement sa prestation. Et il a eu un petit peu au début de saison, puis c'est vite remis dans les rails. Je sais pas, le déclic qu'il y a eu, peut-être l'entraîneur, etc. Mais pour moi, ils sont montés crescendo, Aubameyang et Balerdi. Aubameyang, pareil, lui aussi, début de saison compliqué, même si il nous avait promis de belles choses, notamment dans les matchs pour se qualifier en LDC où l'OM n'a pas réussi à se qualifier. Par exemple, contre le Pana, il marque rapidement, il est très vif, etc. Plus compliqué dans les matchs de Ligue 1, petit à petit, voilà, provocation même avec le public, ou contre l'Ajax par exemple, après son triplé, très grosse prestation d'Aubameyang, hein. Triplé, retourné, etc. Va célébrer devant le public marseillais, un peu comme ça, visage fermé, etc. Mais je lui en veux pas, parce que c'est le jeu, il s'est fait critiquer d'un côté, il a répondu sur le terrain, c'était dans le respect, etc. Il n'est pas allé trop loin, le public peut-être allé un peu loin, mais c'est le public marseillais, voilà, ça n'excuse pas tout. Mais voilà, il a su répondre, être professionnel, et après reprendre rapidement son rôle de patron. Rapidement son rôle de patron, parce que si pour moi, l'année prochaine, et là notamment avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, qu'on parlera plus tard, dont on parlera plus tard, Aubameyang pour moi dans les patrons qu'il y a aujourd'hui dans l'équipe, hein, pour moi, Aubameyang est premier, Balerdi est deuxième. C'est-à-dire que Aubameyang ne sait pas trop ce qu'il va faire l'année prochaine. Il a eu quelques offres du golf alléchantes. Il sait pas, il est dans la réflexion pour l'instant. J'ai pas plus d'infos, etc. Donc on va voir comment ça se déroule. Balerdi, avec l'arrivée donc du nouvel entraîneur, se dit pourquoi pas rester finalement. Bon, projet sur 3 ans. Je pense que c'est pas mal pour lui de rester en fait à l'OM. Vraiment, honnêtement. Notamment parce que c'est un très bon élément. Il y a notamment Lilian Brassier là qui vient d'arriver à l'OM. Les deux en défense, ça peut être pas mal, avec Bamo Meïté, qui est un jeune très très prometteur lui aussi. Donc en fait, c'est pas mal, notamment avec quelques rumeurs comme quoi Mbemba pourrait partir. Donc à voir, à voir. Moi je pense que Balerdi, si Aubameyang part, pour moi Balerdi, euh, il doit récupérer le brassard de capitaine. Parce que il a montré sur cette saison qu'il a été complet, bon malgré au début un début compliqué, mais une fois qu'il s'est bien lancé, il a toujours été performant vraiment sur la longue, et moi je pense que pour lui mérite le brassard. Donc à voir ce que ça peut donner. Alors on va passer maintenant sur l'équipe rivale, le PSG.
Voilà, j'ai mis l'OM en premier, le PSG en deuxième. Comme ça, les amis parisiens ne pourront pas trop râler en disant que je les boycotte. Voilà, on a dit qu'on était impartial ici. Et donc, pour moi, n'empêche, j'ai pu regarder quelques matchs du PSG, notamment en Ligue des Champions. Voilà, je vais pas mentir. Il y a des fois, j'ai pu regarder des matchs en Ligue 1 quand je m'ennuyais, etc. Je regardais des matchs parce que bon, je suis étudiant, donc j'avais pas trop le temps de regarder tous les matchs. Et donc je regardais déjà tous les matchs de l'OM, c'était assez épuisant, hein. Donc voilà, mais pour moi, déjà il y a un joueur qui ressort énormément de l'équipe. Alors c'est pas les Mbappé, c'est pas les machins, c'est Vitinha. Vitinha, pour moi, très belle pioche du PSG, très gros joueur. Alors au début, Vitinha avait un peu moins bien commencé son aventure au PSG et c'était le numéro... purée, je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, je le recherche rapidement, hein. Erreur professionnelle dès le début. Manuel Ugarte, j'ai même pas recherché, voilà. Manuel Ugarte qui est arrivé, qui avait très très bien commencé. On s'était dit que c'était lui le milieu qu'il fallait au PSG. Vitinha était plus en difficulté et la, la tendance est inversée et Ugarte a diminué et Vitinha a augmenté, du moins, même s'il était déjà bon, mais c'était pas exceptionnel, il est devenu très bon. Même là, je le vois avec le Portugal, à l'Euro, il est très fort. Vraiment, vraiment très très bon joueur. Que ce soit dans la relance, dans les passes et surtout, joueur. Moi, je kiffe le mec. Je kiffe le mec. Alors pour moi, il y avait au PSG beaucoup de joueurs, notamment ces dernières années, qui avaient le melon, qui étaient un peu dans le truc de star. Et pour moi, Vitinha est détaché de tout ça. Alors c'est un bon mec et j'espère qu'il va rester comme ça vraiment parce que il manque de joueurs comme ça dans le foot, dans le nouveau foot aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça. Et Vitinha pour moi est vraiment très bon joueur qui sait, euh, qui sait très bien jouer au foot, qui sait se donner pour son équipe. Il n'est pas là pour son image, toujours très discret, etc. Donc pour moi très bon joueur. Et on va rester donc sur un de ses compatriotes dans le deuxième top au PSG, c'est Gonzalo Ramos, qui pour moi alors n'a pas beaucoup joué sous Enrique, mais les fois où il est rentré sous Enrique, pour moi il était solide, vraiment. J'ai bien aimé le mec qui est pas qui qui compte pas les efforts, qui se donne à fond, qui veut marquer, qui a marqué pas mal de buts, n'empêche, même dans le Classico contre l'OM, etc. Donc vraiment bon joueur, je pense que il a souffert de la situation avec Mbappé, etc. Machin, et notamment Barcola qui est arrivé, qui a chamboulé totalement le, le la hiérarchie. Et pour moi, vraiment, je pense qu'il méritait sa place en neuf, plus souvent. Pour moi, au PSG, il commençait à avoir cette saison. Et là, bon, il y a le départ de Mbappé, donc on va voir l'année prochaine comment ça va se passer. Je pense qu'il va rester parce que je crois que c'était un prêt avec option d'achat, je sais plus. Je vous avoue, je suis pas très calé sur le dossier de Gonzalo Ramos. Mais voilà, pour moi, il mérite sa place au PSG. Je vous le dis. Je pense que le PSG, s'il mise plus sur lui, ça peut être pas mal avec Barcola, etc. Donc à voir. Je pense qu'il peut mettre beaucoup, voire 2 fois plus de buts qu'il a mis cette saison. Avec le peu de temps de jeu, parce qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu, n'empêche. Hein, mais donc je pense que ça peut être pas mal pour le PSG de le conserver. Et pour moi, il est dans la hiérarchie devant Colomboigny largement. Voilà, largement. Donc pour moi, il fait une Cavani dans le sens où il y avait Ibra. Bon, Ibra était très performant. Cavani derrière, quand Ibra part, Cavani commence à prendre les commandes. Et on voit que c'est un joueur exceptionnel. Et pour moi, Gonzalo Ramos prend la même direction. Donc là, j'espère que l'année prochaine, pour moi déjà, pour l'année prochaine, il mérite d'être premier devant Colomboigny. J'espère que Colomboigny, en tant que joueur français, j'ai envie qu'il performe. Voilà, parce que Giroud commence à partir à la retraite et il nous manque des neufs. Donc moi, je veux que Colomboigny performe pour l'équipe de France. Mais pour moi, il doit faire ses preuves. Pour moi, celui qui mérite le plus de jouer dans l'attaque parisienne, en numéro 9, c'est Gonzalo Ramos, et qui est pour moi beaucoup plus solide physiquement, euh, et qui est plus à l'aise devant les cages que Colomboigny, pour moi. Après, voilà. Là, on va passer sur le troisième top de Ligue 1 pour moi. C'est l'équipe brestoise, c'est pas une surprise. Hein, mention particulière pour Eric Roy, l'entraîneur, qui a réussi à
à faire un beau projet avec cette équipe parce que c'est pas la première année. Voilà, ça fait un moment qu'il travaille avec Brest et qui a monté petit à petit une équipe, qui a réussi à attirer Pierre Lesmelou, qui était un petit peu en difficulté à Nice, etc., qui a su bien rebondir là-bas. Pour moi, très bon joueur, Pierre Lesmelou. Alors, sans manquer de respect à Reims, mais pour moi, Pierre Lesmelou, avec le niveau qu'il a affiché à Reims, mérite largement une meilleure équipe. Pas une meilleure équipe, une, une équipe de plus haut standing, on va dire, même si Brest n'a pas volé sa place. Et pour moi, j'ai hâte de voir Brest l'année prochaine en Ligue des Champions. Et notamment, là, le premier match de l'OM, je crois que c'est tombé il y a pas longtemps. Le premier match de l'OM, c'est contre Brest. Donc, alors, gros défi pour l'OM qui joue contre le deuxième de la saison passée. Et gros défi pour Brest qui joue contre l'OM, qui est censé être un gros club, qui ramène Roberto De Serbi, qui commence bien son mercato avec Lilian Brassier, Ismaël Koné. Franchement, à voir ce que ça peut donner. Je pense que c'est un des meilleurs matchs qu'on pouvait avoir en ouverture. Alors que ce soit pour les deux clubs et même pour la Ligue 1, parce que ça peut être pas mal. L'OM qui construit un gros projet, Brest qui veut se tester contre une grosse équipe avec la LDC qui arrive. Donc franchement, à voir, à voir. Voilà, à voir. On va rapidement maintenant passer sur un autre joueur que j'aime beaucoup, même depuis plusieurs années, c'est encore un numéro 9, Jonathan David, qui est toujours à Lille, et ça je comprends pas pourquoi il n'y a pas de gros clubs qui sont venus le chercher. Le mec est constant, il met toujours plus de 20 buts par saison, vraiment rien à dire, ce mec, toujours aussi solide, il n'est pas dans les apparences, du moins, peut-être que les Lillois, ils en entendent beaucoup parler parce que c'est un joueur de leur club, mais moi en tant que supporter d'un notre club, excusez-moi, je bois un petit peu, j'ai la langue un peu sèche. Pour moi, donc Jonathan David, euh, il toujours aussi solide, le mec, toujours aussi solide. Comme je disais, oui, voilà. Donc, je sais pas pour les autres, pour les supporters lillois, mais moi qui ne suis pas supporter lillois, qui ne suis pas le LOSC au quotidien sur les réseaux, etc. J'en entends pas beaucoup parler. Le mec taffe, met ses buts. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Un neuf comme on veut, comme à l'ancienne. Rapide, solide, physique. Franchement, pour moi, sans manquer de respect à Lille, hein, pour moi, il mérite un top club européen pour voir ce qu'il donne. Voilà. Ensuite, deuxième équipe, c'est Toulouse. Toulouse, j'aime bien cette équipe. Je sais pas pourquoi. Je suis fan des petites équipes comme Brest, etc., qui ont su aller titiller les gros. Alors Toulouse fait pas une saison extraordinaire, mais fait une très belle campagne européenne. Donc je pensais que c'était important de saluer ça quand même. Toulouse allait taper Liverpool, même si certains vont dire c'était l'équipe réserve de Liverpool. Ok, ils ont fait rentrer les gros joueurs à un moment donné, ça a rien donné. Donc ils ont réussi à récupérer cette victoire. Et franchement, voilà. Après, dans les équipes, encore Monaco, Road LDC, hein, c'est ce que j'ai mis sur ma fiche. Road LDC, qu'est-ce que vous voulez? Monaco, discret, saison euh, limpide, on va dire. Alors je dis limpide, le mot est fort, mais ils ont fait une très bonne saison. On n'a pas entendu trop de vagues autour de Monaco, bonne entente avec l'entraîneur, etc. Voilà. Ils sont en LDC, ils ont pris leur place en LDC, c'est pas mal. C'est la place qu'ils méritent. Voilà, donc voilà. Et Camboiré, Monsieur Camboiré, le sauveur éternel des Canaries. Il part, il revient, il part, il revient. Alors il part parce que ça va pas, il revient, tout se passe bien. Euh, il arrive à les sauver. Il a une histoire avec ce club qui est extraordinaire, Camboiré. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, il a cette magie avec Nantes. Et s'il va dans un autre club, je dis n'importe quoi, mais par exemple comme Duprat avait fait avec Toulouse à l'époque pour les maintenir, ça aurait pas marché. Il va aujourd'hui dans un petit club de Ligue 1 qui cherche à se maintenir, ça va pas marcher. C'est qu'avec Nantes, j'ai l'impression, parce qu'il part, il revient, ça marche. Il part, il revient, ça marche. Franchement, grosse dédicace à Camboiré, comme si je le connaissais, mais vraiment mention particulière à Camboiré qui fait le taf avec les Canaries, qui a réussi à les maintenir en Ligue 1, qui était important, je pense, parce que voir Nantes en Ligue 2, c'était compliqué. Et une autre équipe aussi qui a failli finir en Ligue 2, mais qui a su
bien se rattraper. Merci le mercato hivernal, merci le Soussou, merci les pépettes, c'est Lyon. Bon, je rigole en disant merci les Soussou, merci le mercato hivernal, même si on peut pas enlever ça, que mes amis lyonnais, vous pouvez crier autant que vous voulez, mais le mercato hivernal vous a sauvé d'une déroute, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce mercato hivernal, waouh, 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 waouh. Je pense que ça aurait été compliqué pour vous. Le mercato hivernal qui vous sauve de fou, hein. Euh, alors, il y a plein de joueurs qui sont arrivés, mais vraiment incroyable, avec Pierre Sage qui arrive un peu en Pancho Abordonado pour les pro-M. Euh, et pour ceux qui connaissent pas Pancho Abordonado, qui travaille au club de l'Olympique de Marseille, du moins toujours là avec assistant du coach, on va dire, qui récupère les rênes de l'équipe première et qui fait le taf. Pierre Sage, c'est pareil, il récupère les rênes de l'équipe première, ça marche, Lyon décide de le maintenir. Je pense que c'était pas mal. Là, je vois qu'il y a eu une prolongation, à voir si ça va tenir dans le long terme. Souvent, ces histoires-là, c'est bien sur un court terme. Mais bon, j'espère pour lui que ça va marcher, parce que franchement, le jeu de Lyon n'était pas dégueulasse, avec notamment mention particulière pour Général Lacazette, Maitland-Niles, j'espère que je le dis bien, et Perry dans les cages. Franchement, Perry qui a réussi à faire sortir des cases la légende lyonnaise Lopez, hein. Et donc franchement, bonne saison des joueurs lyonnais qui ont aussi se ressaisir, n'empêche aussi les joueurs qui étaient présents, hein. Grâce aux nouvelles recrues, je pense que ça a insufflé un nouveau élan à cette équipe qui a même fini devant l'OM. Voilà, donc bravo aux Lyonnais, bravo au Mercato, vous avez su bien recruter. Maintenant, voilà, à voir ce que ça peut donner l'année prochaine avec la prolongation de Pierre Sage. Euh, Moi, je vous le dis, et l'histoire nous l'a prouvé pas mal de fois, même s'il y a eu, c'est vrai, euh, des cas particuliers, mais voilà, un entraîneur adjoint qui arrive et qui prend les rênes de l'équipe première, qui marche bien à fond pendant un an, et qui continue une deuxième année, à voir ce que ça donne. Mais j'espère que ça va aller pour Pierre Sage, parce qu'en soi, c'est un bon mec. Et voilà. Et maintenant, on va passer au flop de la Ligue 1, qui pour moi, qui pour moi, je fais maintenir le suspense, qui pour moi, désolé en fait j'ai sauté un truc, c'est pour ça. Mais dans les flops, pour moi, il n'y a pas particulièrement de flop. Je vous le dis, pour moi, il n'y a pas particulièrement de flop dans cette saison, si ce n'est les entraîneurs qui sont passés à l'OM. Dédicace à Marcelino, hein. On t'a vu, hein. On t'a éclaté. On a eu une bonne vengeance. Écoutez, on a eu une bonne vengeance en Europa League. On les a éclatés chez eux. Voilà. Même s'ils ont failli revenir au Vélodrome. Mais on les a éclatés chez eux. Pour moi, il n'y a pas eu de flop dans cette saison. Parce que pour moi, là, je vais basculer sur les surprises de la Ligue 1, justement. Donc, avec Brest, j'en ai parlé dans les tops. On va pas revenir dessus. Mais c'est cette première saison à 18 équipes. Alors je sais pas si c'est la saison à 18 équipes, on verra ça l'année prochaine si ça garde le même taux de compétition, et si la Ligue 1 est autant compétitive que cette année, parce que vraiment, cette année, j'ai l'impression que tous les clubs avaient leur mot à dire, hein, malgré les clubs qui ont été relégués, c'est compliqué pour eux, ça a été compliqué, mais il n'y en a pas eu beaucoup, vraiment. Si aller sur 18 équipes, il y en a eu 16 qui ont performé de fou. Vraiment, c'était tendu jusqu'au bout. Le suspense était là jusqu'au bout. Et franchement, alors oui, c'est chiant. Moi, par exemple, en tant que supporter de l'OM, c'est chiant parce que on est haut dans le classement, du moins haut. On est au pied du podium, etc. On perd quelques matchs, on se retrouve vite dans la deuxième partie de tableau. Lyon gagne quelques matchs. Et donc, en fait, je trouve que ça dynamise le championnat. À voir ce que ça donne sur une deuxième saison. J'attends la confirmation. Et vraiment, j'espère que ça va être bien, parce que j'aime bien ce nouveau format. Vincent Labrune, même si tu as fait beaucoup de choses qui sont mauvaises, cette décision de première saison à 18, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Ça, je trouve que ça a dynamisé le championnat. Et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc, à voir ce que ça va donner. On en est déjà quand même à 25 minutes, je parle beaucoup, c'est ouf.
Mais voilà, on va passer sur la deuxième partie de cette émission. Les autres championnats, alors on va passer en revue rapidement tous les 5 grands championnats, avec notamment la Première Ligue, euh, la guerre City-Arsenal, saison 2. J'espère qu'on aura une saison 3, une saison 4, une saison 5, parce que c'est une guerre entre les deux équipes, mais incroyable. Incroyable. Déjà l'année dernière, City qui arrive et qui rafle tout à la fin. Là, cette saison, c'est pareil. Parce que la saison dernière, bon, Arsenal, c'était plus difficile, c'était moins solide. Donc on voyait City bien revenir. Cette saison, Arsenal était très solide jusqu'au dernier moment. Et City qui arrive... City, si on peut le comparer à un autre athlète, c'est Kipchoge. Les mecs, c'est les patrons du marathon. C'est-à-dire qu'ils sont tranquilles. Ils se disent, écoutez, faites ce que vous voulez devant, profitez, goûtez à la première place, mais ça, à la fin, c'est nous, on va gagner. Et vraiment, c'est incroyable, Arsenal qui, toujours, a du mal dans ce dernier sprint final. Arteta, je t'aime beaucoup, t'es un très bon entraîneur, tu nous fais revivre Trossard, mais trouve la solution sur ce sprint final. Bon, même si cette année, t'as réussi à le maintenir plus longtemps que l'année dernière, j'espère que l'année prochaine, ce sera la bonne, parce que franchement, waouh, waouh, waouh. Compliqué. Je pense que même l'année prochaine, ça peut être même la saison de Liverpool avec City. Je pense que City sera toujours dans les débats, dans le haut du tableau. Hein. Liverpool qui, eux, sont sur la fin d'une ère. Départ de Klopp. Je pense qu'il a bien fait de partir parce que je pense qu'il sentait qu'il commençait à tirer un petit peu sur la corde. Et ça, il n'y a que lui qui peut le juger et se dire, bon, bah, c'est le moment d'arrêter. Donc je pense qu'il a bien fait s'il ne le sentait pas. Et je trouve ce mec extraordinaire, Jürgen Klopp, est-ce que ça va rester, mais qui a créé un chant à l'effigie du nouvel entraîneur, etc. Donc franchement, il a ramené une Ligue des Champions, un championnat. Franchement, ouais. Gros passage plein de Jürgen Klopp qui a dit que là, il était fatigué, qu'il allait prendre un peu de repos. Bon repos, coach. Hein, vous avez fait du bon boulot. Maintenant, on va voir ce que va donner le nouvel entraîneur. Je pense que ça ira mieux dans les relations avec Mohamed Salah parce qu'on sait que c'était compliqué à la fin de Klopp et les joueurs. Et certains joueurs, pas tous, mais certains joueurs, voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Franchement, la saison de Première Ligue l'année prochaine, comme chaque année, la Première Ligue, hein, elle est folle et tout. Donc, à voir ce que ça peut donner. Et un autre championnat qu'on entend moins, mais je trouve qu'il commence à faire sa place. Moi, je vous avoue, la Serie A. La Serie A, voilà. J'ai spoil. La Serie A, c'est pas le championnat qui m'a tiré de fou, que je regardais de fou. C'est notamment la Première Ligue, l'Espagne. Et là, la Serie A, quand même, depuis l'année dernière et depuis cette année même, me donne envie de regarder. On a l'Inter Milan, qui est une équipe de fou. L'AC Milan, qui est une équipe de fou. La Juventus qui est remise en question, qui voit sa suprématie, qui a vu sa suprématie même disparaître depuis un très long moment, je vous avoue. Voilà. Et donc on a un changement de grosse équipe devant, l'Inter très solide, l'AC Milan, voilà un petit peu moins solide que face à l'Inter, mais voilà très solide aussi. On a Bologne qui fait son apparition un peu comme Brest en Ligue 1. Donc vraiment, hâte de voir ça. En plus, il y a Com qui monte, l'équipe de Com, du lac de Com par exemple, voilà, qui monte en Serie A avec en deuxième position. C'est pas le coach principal, mais le coach adjoint, c'est Fabregas, notamment qui est en train de réussir à attirer Pau Lopez là-bas. Je pense que pour lui, ça peut être pas mal dans un petit club, etc. Comme ça, avec Fabregas qui le veut absolument. Et donc, qui lui dit, vas-y, viens à la maison, on va se régaler. Je pense que ça peut être une belle surprise comme l'année prochaine à suivre parce qu'en plus, je vois et j'ai vu qu'ils veulent attirer beaucoup de gros joueurs. Donc vraiment, la Serie A, cette année, l'année dernière et l'année prochaine, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Et on va partir en Espagne. On va partir en Espagne avec, voilà, que dire, la suprématie du Real. La suprématie du Real, et je pense qu'on va pas mal parler du Real là dans cette partie-là, parce que pour moi le Real, que voulez-vous dire?
Moi, je pense que je vais faire un épisode spécial Real, ça va pas plaire à mon pote. Même un épisode spécial Liga où on va regarder les trois gros clubs, on va dire, espagnols, l'Atlético Madrid, le Real Madrid et Barcelone, et voir comment le Real Madrid a réussi à tirer son épingle du jeu pour assurer une continuité dans son effectif. Je m'explique, à l'époque, oui, recrute Kroos, oui, il ramène Modric, il ramène Ronaldo, etc. L'équipe était vieille de l'époque de Van Nistelrooy, etc. Ils arrivent à attirer des gros joueurs. Benzema arrive, des jeunes joueurs prometteurs et notamment un gros joueur comme Ronaldo, Kroos, qui était au Bayern, Modric, etc. Et ils arrivent à faire une équipe de fous furieux. Euh, euh, Sergio Ramos, Casillas qui est là et qui fait le lien entre les deux, qui par la suite euh, va passer le relais à Courtois. Et en fait, je pense que le Real, ils ont une force comparée à Barcelone, euh, c'est que les mecs, j'ai l'impression que là, ils viennent de recruter par exemple Arda Güler, Kamavinga, Chouameni, euh, qui d'autre j'en oublie peut-être, mais ils recrutent des joueurs comme ça, les mecs, et ils arrivent à se dire, ok, vas-y, on a recruté des jeunes, on sait qu'ils vont exploser. S'ils explosent pas, on a quelques joueurs de repli. Mais on va regarder dans 10 ans quelle équipe on peut former, quel jeune on va miser, sur quel jeune on va miser, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont recruté Kroos, etc. C'est qu'ils ont, dans leurs jeunes, ils ont ramené des gros joueurs et ils ont su bien recruter les jeunes. Là, je vois avec Arda Güler, ils sont même prêts à le prêter. Arda Güler qui est là, qui lui au début, bon, je peux comprendre, il arrive au Real, il veut jouer, il arrive à jouer quelques minutes, mais pas ce qu'il veut. Euh, Ancelotti parle avec lui et lui dit bon, prends ton temps, ça va arriver, tranquille, t'inquiète pas. Et là, il est même prêt à aller se faire prêter. Et c'est là où on voit où le Real arrive à créer des équipes dès qu'ils recrutent. J'ai l'impression que les mecs, ils analysent chaque joueur pour se dire ok, on veut ce 11 là. Est-ce qu'ils arrivent à s'entendre? Et c'est là où pour moi le Real est fort. Et le Barça, malheureusement, oui, ils ont la Masia, oui, ils ont des jeunes, oui, ils ont des bons jeunes, mais on l'a vu avec Ansu Fati, ça n'a pas marché. Avec Baldé, qui est à peu près de la même génération, ça a marché, Baldé, ça a marché. Mais vous voyez, il y avait Baldé et Ansu Fati, il y en a un qui est parti, donc c'est compliqué. Tu te retrouves à devoir recruter des gros joueurs. Et là où le Barça et le Real sont en train de changer depuis un moment, c'est que le Real, eux, recrutent des jeunes joueurs pour en faire des gros joueurs, et le Barça, eux, recrutent des gros joueurs, mais qui ne marchent pas. Et ça ne colle pas, la greffe ne colle pas. On l'a vu cette saison avec les joueurs devant. Et vraiment, le Barça, j'ai peur pour le Barça l'année prochaine, parce que je sais pas ce qu'ils vont recruter. C'est compliqué pour eux, donc à voir ce qu'ils vont faire. Là, le Real, ils ont déjà leur équipe, ils ramènent Mbappé. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Real, malheureusement, c'est là où ils font la différence et ils sont champions et ils continuent à gagner des Ligues des Champions. Et voilà, et c'est le Real, hein, il est increvable ce club. Euh, Pérez, il arrive à faire franchement le boulot qu'il fait. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Voilà, et pour parler un petit peu aussi du Barça, bon, c'est euh, c'est compliqué le Barça, c'est compliqué. Là, ils sont allés chercher un entraîneur, Hansi Flick. Euh, Moi, je vous avoue, je sais pas ce que ça va donner avec Hansi Flick. Pour moi, avec Hansi Flick, je sais pas. Pour moi, Hansi Flick, disons, il a eu une trajectoire à la Pierre Sage. Il a été propulsé rapidement euh, au Bayern. Il a bien marché au Bayern. Le Bayern a décidé de changer, de prendre Nagelsmann, parce que quand même, c'était que de l'intérim au début, Hansi Flick. Donc ils prennent Nagelsmann. Ça se passe mal avec un Nagelsmann, mais Hansi Flick, lui, qui quitte le Bayern, se voit proposer
un poste à la tête de la Mannschaft, donc de l'équipe nationale allemande. Ça marche pas. Ça marche pas. On se le dit clairement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si on avait eu un Flick, on n'aurait pas eu, je pense, le 5-0 contre l'Écosse au début, le 5-1, excusez-moi, au début de l'Euro. Mais ça marche pas. Donc en fait, à voir ce que ça va donner, à voir ce que ça va donner avec le Barça. Mais j'ai peur que ça ne marche pas. J'espère que ça marche parce que j'ai envie de revoir quand même une compétition Atlético Barça Real en Liga. Donc j'ai vu beaucoup de supporters du Barça enthousiastes, mais moi malheureusement je me retrouve à faire un petit peu les grilles de service et me dire que bon, il a eu un bon passage au Bayern, un peu une trajectoire à la Pierre Sage comme j'ai dit, voilà un entraîneur du club intérimaire qui vient et qui marche bien pendant un petit moment. Mais donc le club, et là c'est là où le Bayern, je pense qu'ils ont été intelligents. C'est qu'ils ont dit bon, ok, ça a marché, on a eu de la chance. Je pense qu'il faut pas trop tirer sur cette corde-là. On ramène Nagelsmann, même si ça marche pas, mais l'entraîneur est plus expérimenté. Voilà. Donc pour revenir à Flick, ouais, moi l'anti-Flick, je suis pas hypé au Barça. À voir ce qu'il va réussir à faire. À voir ce qu'il va réussir à faire. Mais voilà, le parler d'anti-Flick au Barça et des entraîneurs, ça nous permet d'arriver tranquillement sur la dernière partie de cette première émission et avec la grande valse des entraîneurs. Pour moi, je pense que c'était le bon titre à trouver pour ça. C'est que énormément de mouvements dans tous les clubs. J'ai l'impression qu'on est sur une intersaison de F1 où on ne sait pas les joueurs où ils vont aller. Vous voyez, pour ceux qui regardent un peu, qui suivent la F1, par exemple sur Instagram, ils mettent à chaque fois une image avec les écuries et les deux pilotes, mais c'est tout vide, à part dans les gros trucs où voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Voilà. Donc l'OM a réussi à trouver son entraîneur avec Roberto De Serbi. On savait pas si c'était De Serbi, Conceição, c'était pas mal parti pour Conceição, ça a pas marché. Et je pense que c'est une très bonne décision de la part des dirigeants de l'OM. C'est-à-dire qu'ils ont vu que Conceição traînait un peu des pieds, faisait un petit peu attendre en se disant peut-être que j'aurai une meilleure offre d'un autre club qui joue la LDC. Et là, les dirigeants de l'OM, ils ont dit écoute, pas de souci, on comprend ce que tu veux faire, mais on n'est pas à ta disposition non plus, on t'a proposé, tu veux attendre ailleurs, bah attends, mais ça sera sans nous. Et je pense que c'est pas mal. Ils ont réussi à aller chercher De Serbi, qui était venu avec Brighton cette saison au Vélodrome, qui était tombé amoureux du Vélodrome. Merci le Vélodrome. Merci le Vélodrome. J'ai pu y aller quelques fois cette saison, mais merci au Vélodrome. Je suis un peu loin, je peux pas y venir tout le temps, mais putain, merci pour l'énergie que vous mettez. Regardez, vous avez réussi à nous ramener De Serbi, vraiment, bravo. Je vous applaudis, magnifique. Magnifique De Zerbi, moi je suis hype vraiment parce que ce mec a un jeu un peu à la Bielsa, il est reconnu par ses pairs, Guardiola a dit toujours du bien de lui, franchement moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus là en Ligue 1, on a une vraie valse des entraîneurs, notamment avec des entraîneurs qui étaient dans des clubs de Ligue 1, qui bougent dans d'autres clubs de Ligue 1. Vraiment je pense qu'il faudrait regarder dans les archives, mais il n'y a pas eu beaucoup de saisons où il y a eu beaucoup de situations comme ça. On a notamment Franck Hez qui part à Nice. Donc il laisse la place à Lens qui, à Lens, Lens fait venir Will Steele. Voilà. Franchement, Fonseca qui quitte Lille. Voilà, je n'ai pas suivi si Lille avait recruté un entraîneur depuis. Mais voilà, vraiment gros mouvement. Donc De Zerbi à l'OM, prolongation de Pierre Sage à l'Olympique Lyonnais, Hez qui arrive à Nice, à voir ce que ça donne. N'empêche, Nice c'est un bon club de Ligue 1, mais qui est tranquille, qui peut coller à l'image de Hez, donc pourquoi pas. Beau mariage. Après, là où il y a un autre mariage où je suis moins convaincu, c'est Will Steele à Lens. Alors, oui, je suis convaincu parce que avec ce que Will Steele a fait au stade de Reims et il arrive à Lens, on peut se dire c'est pas mal, mais faut pas oublier la fin de saison de Will Steele où moi j'ai pas aimé.
J'ai pas aimé son comportement, dans le sens où je crois que même sur la fin des derniers matchs, notamment un dernier match là contre l'OM du Stade de Reims, euh, c'était pas Will Steele sur le banc. Donc le mec a fait un peu comme une réaction de joueur. Oui, moi j'ai envie de changer d'entraîneur. Il y a d'autres clubs qui me veulent, notamment en première ligue. J'ai envie de retourner en Angleterre parce que ma femme travaille là-bas, etc. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Mais le mec met la pression comme ça sur Reims, etc. À trouver des accords avec des clubs, etc. Pour au final, se déplacer un peu plus haut dans le nord de la France et aller à Lens. Monsieur Will Steele, c'est pas très honnête de votre part. J'ai énormément de respect pour vous, mais c'est pas très honnête de votre part. Alors peut-être que oui, Lens est plus proche de l'Angleterre, c'est plus simple pour se rendre en Angleterre. Mais vous avez voulu l'Angleterre. Moi, j'aime beaucoup les petits clubs, comme je vous ai dit, Toulouse, et notamment le Stade de Reims, notamment son président, Jean-Pierre Caillot, un des meilleurs présidents de Ligue 1 pour moi. Le mec est incroyable. Je travaille en interne pour obtenir une petite interview de ce grand président de club français. Et j'espère que ça va aboutir. Mais Reims accepte de le lâcher, accepte de négocier avec d'autres clubs en Angleterre. Et finalement, il part à Lens. Donc moi, je trouve ça pas très fair de la part de Will Steele. Mais bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut coller. Mais à tout moment, si ça se passe mal, en fait, pour moi, Will Steele, si ça se passe mal, c'est pas le genre d'entraîneur qui va se battre. Il va remettre la faute sur les joueurs et il va dire oui, mais de toute façon, moi, j'ai une possibilité d'aller ailleurs. C'est ce qu'il a fait un peu avec Reims. Reims, ça partait très bien. Regardez, quand Reims et Will Steele, c'était bien, il était sous le feu des projecteurs. Alors, je dis pas qu'il veut attirer le feu des projecteurs, mais il était sous le feu des projecteurs. On parlait de Reims, du jeu qu'ils produisaient, du fait qu'ils étaient le petit caillou dans la chaussure des grands clubs. Donc, pour moi, il a vu que ça allait un peu moins bien, il s'est mis en retrait, il a fait presque une grève comme les joueurs. Ah non, c'est pas possible de faire ça en tant qu'entraîneur. Et je pense que c'était le moment de quitter Reims pour lui, mais il voulait absolument l'appel, donc je comprends pas pourquoi, s'il avait vraiment des offres en PL, est-ce que c'était du bluff ou pas, parce qu'il avait vraiment des offres en PL, pourquoi il est pas parti en PL et il est venu à Lens. Écoutez, c'est pas mal parce que ça n'empêche que Will Steele, ça reste un bon entraîneur. On va voir s'il confirme à Lens, quand même. On va voir s'il confirme à Lens, mais voilà. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça peut donner. Après, si on s'exile un peu plus haut, un peu plus haut, on s'exile un peu ailleurs qu'en France. Compagnie au Bayern. Alors, à voir ce que ça va donner. Le Bayern, les pauvres. Ils se sont fait refouler par tous les gros entraîneurs. Ils ont même allé chercher des petits entraîneurs qui venaient de commencer, etc., qui leur ont dit non. Notamment Ralf Rangnick, qui est pour moi pas un petit entraîneur, mais qui est un entraîneur moyen, du moins moyen, qui est un entraîneur normal, qui fait du très bon boulot d'ailleurs avec l'Autriche, qui s'est malheureusement fait éliminer contre la Turquie à l'Euro, mais qui finissent quand même premier de leur groupe face aux Pays-Bas et à la France. Donc bon, pas mal. Donc compagnie au Bayern, est-ce que c'est un vrai choix de la part des dirigeants du Bayern ou est-ce que c'est malheureusement une roue de secours? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il était dans la liste des entraîneurs à tirer, mais je pense qu'il était loin dans la liste, donc un peu roue de secours. Mais compagnie déjà très grand joueur, très grand capitaine, donc bon meneur d'hommes. Vraiment, en plus, il a fait du très 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 bon travail avec Burnley, le club où il était en première ligue, etc. Donc vraiment, il a une vraie philosophie de jeu. Et je pense que ça peut être pas mal si, même déjà à l'époque où il avait commencé en tant qu'entraîneur avec Anderlecht, parce que c'est pas son premier club. Compagnie, par exemple, comparé à Anti-Flick, c'est pas son premier club, c'est pas sa première expérience. Flick, lui, où je dis je suis plus réticent parce qu'il a une petite période au Bayern, puis ça allait pas bien, il est parti avec la Mannschaft, et là, il retente le Barça. Compagnie, il a suivi un parcours beaucoup plus normal, beaucoup plus cohérent. Il a commencé tout doucement, il a passé ses diplômes. Il a commencé avec un de ses clubs formateurs, Anderlecht. Ça a très bien marché. Il a été recruté par Burnley en tant qu'entraîneur. Ça a très bien marché. Donc en soi, même si c'est pas un des premiers choix du Bayern,
pour moi, compagnie au Bayern, ça peut être vraiment un très bon mariage. Vraiment, soit là, je suis beaucoup plus hype, par exemple. C'est très, enfin voilà, comme j'ai dit, c'est un très bon meneur. Il a été capitaine de la Belgique, de Manchester City. Voilà, il a connu beaucoup de choses, mais voilà, est-ce que il va avoir toute la confiance des dirigeants? J'espère. J'espère parce que malgré tout, il s'est pas braqué dans le sens où il aurait pu dire, écoutez, il y a tout le monde qui refuse, vous venez vers moi en dernier recours. Voilà, donc à voir ce que ça peut donner, vraiment. J'ai hâte de voir le Bayern l'année prochaine. Euh, voilà, donc en plus, Tuchel qui faisait du bon boulot, mais voilà, à voir ce que ça donne. Écoutez, moi je suis vraiment, je suis vraiment hype. On va voir ce que ça peut donner. Voilà, vraiment, pour un petit résumé rapide de ce petit épisode. Écoutez, vraiment j'ai pris du plaisir. Bon, c'est le premier épisode, première fois que je me filme, donc je regarde pas totalement la caméra, etc. Je regarde un petit peu à droite parce que je regarde quand même les notes que j'avais mises depuis un petit moment. Mais là, l'épisode 2 il va être fait ce week-end, tourné ce week-end. Donc en soi, ça sera beaucoup plus fluide. J'aurai déjà l'habitude de regarder la caméra, etc. Écoutez, c'est une aventure dans laquelle je me lance. Je me fais kiffer, je vous fais kiffer, j'espère. Et j'espère que ça va être pas mal. On arrive déjà à 46 minutes d'émission. Je pense que c'est pas mal pour un premier épisode. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Spotify pour ceux qui veulent écouter dans la voiture, etc. Sur Spotify, vous mettez Sport Insider, vous trouverez. Euh, sur YouTube, je vais m'essayer de me mettre à ces shorts là. Et moi, je suis pas. J'ai 24 ans, hein, mais je fais le vieux. Mais je vais essayer de me mettre aux shorts, etc. Sur TikTok. Euh, Déjà, vidéo YouTube. Donc, il y aura une vidéo donc avec, euh, avec la vidéo et l'audio pour ceux qui préfèrent. Et voilà, donc je suis pas pro aussi dans le montage. Ça va arriver petit à petit, je vais m'y faire. Je vais prendre tout l'été pour bien prendre en main tous ces nouveaux paramètres pour moi. Et j'espère que d'ici là, les épisodes vont s'améliorer, que vous allez kiffer. En tout cas, sur YouTube, je compte sur vous. Likez, partagez. euh, N'hésitez pas à commenter, je prendrai le temps de répondre à tous les commentaires, de prendre en considération tous les commentaires qui me disent d'améliorer ça ou ça. Je suis vraiment ouvert à tous les conseils. Et n'hésitez pas aussi à venir sur Instagram, Sport Insider. Voilà, donc sur Twitter aussi. Je vais essayer d'être beaucoup euh, dispo sur Twitter, Sport Insider. De toute façon, je vais tout mettre dans la description de la vidéo YouTube. Et de toute façon, sur Instagram, si vous trouvez Instagram, j'ai mis le Linktree. Donc vous cliquez sur le lien qui va vous rediriger vers tous les liens que vous voulez. Et sur YouTube, c'est pareil. Sur Spotify, c'est pareil, normalement dans la description, si je dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute. Ça a été un plaisir pour moi de tourner ce premier épisode. J'ai hésité à le tourner en vidéo. J'ai quand même fait l'effort de le tourner en vidéo. Je suis un peu dans un setup à l'arrache, on va dire, mais ça fait le taf, je trouve. Donc écoutez, merci à vous. Passez un bon week-end. Bon match de l'Euro demain. Si vous l'écoutez, moi je tourne la veille. Mais bon match à vous de l'équipe de France. J'espère que l'équipe de France va gagner, va aller en demi-finale avec un jeu quand même plus alléchant, on va dire. Voilà. Ça sert à rien de te braquer, Didier, quand on dit que ton jeu est ennuyant. C'est une réalité. J'espère qu'il sera plus alléchant. En tout cas, on a une défense solide. Et je vais pas plus en parler parce qu'on va parler de l'Euro dans le deuxième épisode de Sport Insider. Et voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Passez un bon week-end. Bon match à vous. Bonne fin d'Euro à vous. Allez, à plus.